Bienvenue dans le podcast Parents Inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Même si les mères lèvent peu à peu les tabous autour de la maternité, la dépression postpartum est un sujet encore trop peu abordé. Laura a fait cette expérience très douloureuse et souhaite aujourd'hui partager son histoire afin d'aider d'autres femmes qui souffrent. La naissance de son fils, l'accouchement difficile, les pleurs, la culpabilité, mais aussi l'appel à l'aide et le soutien qui a permis de s'en sortir, elle nous raconte tout. Bonjour, moi c'est Laura, donc j'ai 32 ans, je suis mariée avec un homme formidable et j'ai 2 petits garçons, donc Lysandre qui a 5 ans et Éloane qui a 16 mois. Je suis professionnelle de la petite enfance, donc de formation de base, et je suis doula postnatale aujourd'hui. Je vais pouvoir vous raconter le moment difficile que j'ai vécu en tant que maman. J'ai eu une dépression du postpartum à l'issue de ma première grossesse, ou du moins de mon premier accouchement. Au niveau de la grossesse, tout s'est plutôt bien passé. On a eu un petit stress au niveau des 3 mois, parce qu'il y a les côtés 1, avec des mesures de la clarté nucale et d'autres petites mesures. Et en fait, elles n'étaient pas bonnes. Donc vite, pour un premier enfant, on panique un petit peu. Si on n'est pas forcément renseigné, je ne l'étais pas beaucoup à l'époque. Avec le recul, je m'en rends compte. Et au final, je me suis mise dans une phase de stress. Et même si nous avons eu des marqueurs, ce qu'on appelle sériques, donc c'est des tests au niveau sanguin, génétique, pour savoir s'il y a un risque de trisomie 21 ou 18, ils étaient bons. Mais on a dû quand même passer par la DPNI, donc le dépistage par la prise de sang qui est faite, donc nous dans le coin sur l'hôpital Sainte-Mus. On a attendu à peu près quand même 1 mois, il me semble, à l'époque, pour avoir les résultats. Parce que c'est en termes de jours ouvrés, etc. Donc ça rend un petit peu la période longue. Le souci étant écarté au bout de plus de 4 mois, du coup on a pu un petit peu plus se projeter. Et le reste de la grossesse s'est très bien passé. Très très bien. Comme je disais, je suis éducatrice de jeunes enfants et du coup j'avais un petit peu des bases dans tout ce qui est psychologie de l'enfance, développement. Et j'ai eu beaucoup d'attentes par rapport à l'accouchement et par rapport à l'après, dans la vie qu'on allait avoir avec notre enfant. Et au final, je me suis rendu compte que ces attentes que j'avais, elles allaient être complètement bousculées par la suite parce que ça ne s'est pas du tout passé comme je l'aurais pensé. Ce qui est souvent le cas quand on idéalise un petit peu la naissance et le postpartum. C'est-à-dire qu'on voit le temps un petit peu défiler rapidement, c'est-à-dire que vite, quand ils sont bébés, c'est plus voilà le côté je cajole, on prend le temps, pour le développement notamment, le développement psychomoteur avec la motricité libre, plein de notions que j'avais appris, le portage, etc. J'étais vraiment dans quelque chose de très bienveillant, l'éducation positive, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, notamment avec l'accouchement déjà, qui a été assez difficile au niveau de mon vécu, de comment ça s'est passé, que ça n'allait pas se passer comme ça parce qu'un bébé a des besoins et que la seule façon de le manifester, et je le savais très bien en plus, c'était de pleurer, parce qu'il n'a pas d'autre moyen. Donc je me suis heurtée à plein d'images, plein de choses que j'avais pas du tout projetées, alors que ça paraît tellement naturel, mais j'avais vraiment idéalisé le cocon tout doux, le cocon. J'avais pas laissé de place à l'imprévu, et ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui avec le recul et puis avec le 2e enfant où je me rends compte que il faut laisser la place à l'imprévu, c'est super important. Je préviens déjà par rapport au récit que je vais faire que c'est toujours une question de ressenti aussi de la personne et que c'est toujours un moment où on est fragile en tant que futur parent et parent. Donc ce que j'avais idéalisé, c'était un accouchement naturel par voie basse, donc sans péridurale, avec un minimum
on va dire, d'accompagnement, et surtout, voilà, un peu en cocon avec mon mari. Donc le plus ressemblant à un accouchement à la maison, ou ce genre de choses, ou en maison de naissance, par exemple. Et en fait, donc ça s'est pas du tout passé comme ça. J'avais un diabète gestationnel pendant ma grossesse et une suspicion de macrosomie, donc de bébé un peu fort. Et en fait, on m'a proposé fortement un déclenchement en disant que c'était quand même un petit peu risqué, etc. Et là encore, j'étais pas trop renseignée. Au final, il n'y avait pas vraiment de danger pour mon bébé et pour moi. Et en fait, j'ai dit oui parce que je voulais le meilleur qui soit pour lui comme pour moi. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est que ça favorisait les césariennes, les déclenchements. Et du coup, je vous laisse imaginer la suite. En fait, ça fonctionnait un petit peu par rendez-vous, en fait. Je suis arrivée pour le déclenchement, j'ai dû demander s'il y avait une place de libre ce jour-là en chambre, etc., pour pouvoir faire le déclenchement. Et une fois que, donc c'était par tampon process qu'on appelle, donc le tampon avec la prostaglandine, l'hormone, une fois qu'il a été positionné, donc je suis allée en chambre, et j'ai attendu donc de 17h jusqu'au lendemain midi, où en fait j'ai perdu les os. J'ai complètement j'ai éclaté la poche des os, et à partir de là, donc un travail a commencé, mais je sentais, je sais pas comment expliquer, que c'était pas un travail naturel, que c'était quelque chose c'était très violent. Il n'y avait pas de répit quasiment entre les contractions, j'avais maximum 2 minutes de répit entre chacune, et en fait elles étaient longues et assez intenses. Et donc de 17h jusqu'à... Non, je vous dis une bêtise, de midi jusqu'à 17h. Donc en fait j'ai dilaté jusqu'à 3 cm au niveau du col. Et donc c'était plutôt pas mal, ça progressait plutôt bien. Et en fait, de 17h jusqu'à minuit, je suis restée en chambre. Ça a été mon choix. On m'avait proposé d'aller en salle de naissance, mais j'ai pas voulu. Et en fait, ils ont un peu oublié les contrôles, tout ça. Et jusqu'à minuit, du coup, moi, j'ai fait mon petit truc tranquille avec la musique dans la chambre, etc. Et puis, en fait, à minuit, j'étais très fatiguée. J'avais pas mangé, parce qu'avec le diabète, etc., ils trouvaient ça risqué. J'avais juste bu. Et en fait, à minuit, quand je suis arrivée en salle de naissance, parce que c'était compliqué, on m'a dit que j'étais à 4 cm et demi. Donc j'avais dilaté que d'1,5 cm. Donc là, phase de désespoir, entre guillemets, et du coup, j'ai demandé la péridurale parce que j'étais crevée. Et ensuite, à la suite de la péridurale, c'est là où j'avais plus du tout de ressenti. Donc au niveau du bas du corps, tout était... endolorie, j'avais beaucoup de mal à me mouvoir. J'ai réussi quand même à faire quelques positions pour un peu faciliter le travail, mais ça a été un petit peu compliqué. Et puis je ressentais plus du tout les contractions, plus rien, vraiment, même pas une partie du corps qui était plus sensible. Donc je voyais le monito, mais c'était tout au final. Et en fait, de minuit jusqu'à 7h du matin, j'ai dilaté d'1 cm par heure. Il n'y a pas eu de phase de stagnation, déjà c'est pas mal. Mais ensuite, donc à 7h du matin, j'ai eu un examen où on m'a dit qu'en fait, la tête de Lysandre était encore haute au niveau du col. On sentait à peine sa tête. Et par contre, j'étais à dilatation complète. Et étant donné que j'avais rompu la poche des os, on m'a laissé jusqu'à 9h du matin pour essayer, tant bien que mal, avec des positions avec lesquelles j'ai essayé de twister, de le faire descendre, mais il n'est pas descendu. Et la sage-femme, donc à 9h30, est rentrée dans la chambre. Et ça, je m'en souviendrai toujours, et je pense que c'est quelque chose qui a été un facteur un petit peu déclenchant de tout mon monde qui s'est un petit peu écroulé. C'est qu'elle m'a dit, bon, on va pousser. Donc j'étais persuadée que c'était le moment, que ça allait arriver. Et en fait, au final, j'ai poussé une fois, et elle m'a dit, ça va pas le faire. J'ai pas eu d'explication. Et en fait, je suis passée de trois personnes, donc mon mari, la sage-femme et moi, à un corps médical de plus de 10 personnes. J'ai traversé des couloirs. Pour moi, j'étais plus dans un cercle de maternité. Je passais à autre chose. Et en fait, il m'avait toujours pas nourrie. Et j'avais toujours pas eu de poche de glucose, par rapport à un risque d'hypoglycémie. Et en fait, donc j'ai été mise donc sur une table d'opération. Et en fait, entre le côté psychologique,
une dose de péridurale qui m'avait remise du coup pour la césarienne en urgence et l'hypoglycémie, mais en fait j'ai fait un malaise sur la table, donc j'étais plus consciente du tout. Je passe certains petits détails comme les nausées, les vomissements, enfin voilà, à répétition. Et en fait, donc j'ai perdu complètement connaissance. Ils ont réussi à me refaire venir avec de l'oxygène, etc. Mais j'ai à peine entendu mon petit bonhomme pleurer. Donc il y a eu l'émotion de l'entendre, d'être rassurée. Et en fait, je l'ai eu quoi, peut-être quelques secondes sur moi. Et puis on m'a dit, il faut se séparer. Donc ça a été un peu dur. Et puis donc j'ai été emmenée en salle de réveil. Et puis c'est mon mari qui s'est occupé de mon petit bonhomme. Donc c'était, vous entendez, hein, fort en émotion. Et je l'ai revu que 2 heures plus tard. En salle de réveil pour la mise au sein, parce que je voulais allaiter. Et du coup, ça a été, la montée de lait a été retardée, etc. Ça a été plein de petites choses qui ont fait que ça m'a rendue d'autant plus fragile. Et le retour, alors on a eu un événement assez marquant à la maternité aussi, avec un personnel de nuit qui a été un peu bousculant pour nous. Et puis ensuite on est rentré donc à la maison, et là le fait d'être lâché dans la nature alors qu'on a été accompagné pendant toute la grossesse, et là d'avoir quelques visites en postpartum, mais plus pour bébé, ce qui est tout à fait normal, mais du coup c'est vrai que on perd un peu le fil. Et en tant que parent surtout d'un premier enfant, moi ça me l'a fait surtout pour mon tout premier, je me sentais perdue, je savais pas comment je pouvais faire, et j'avais même perdu les quelques connaissances que j'avais sur les nouveau-nés, notamment des comptines ou des choses comme ça. Enfin, j'avais perdu comme toutes mes capacités. J'étais coincée, j'arrivais pas à me souvenir ne serait-ce que d'une souris verte par exemple, quelque chose que tout le monde connaît. Enfin, j'avais perdu toutes mes capacités. En fait, le retour à la maison, je l'avais idéalisé aussi. Donc c'était le postpartum immédiat de rêve, avec une mise au sein parfaite, un allaitement qui se met en place très rapidement, de manière fluide, bon peut-être avec quelques petites difficultés, mais pas grand-chose. Et puis oui, j'ai beaucoup idéalisé aussi le fait qu'on allait être tous les 3 pendant un petit moment, et en fait c'est passé très vite. Le congé paternité à l'époque n'était pas d'1 mois, il était de 15 jours, et encore c'était pas obligatoire les 15 jours, donc c'était très court. Et puis non, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé, non seulement pour les bains, parce que Lysandre, les bains c'était assez compliqué, donc on a essayé les bains enveloppés, on a essayé plein de choses, et en fait il aimait pas l'eau. Ça lui plaisait pas, c'est tout. Mais c'est vrai que du coup, en postpartum immédiat, on se met une barre très haute, je trouve, en tant que parent, en se disant les compétences parentales, ça doit être ça. La société véhicule quand même pas mal une idée de la mère parfaite, du papa toujours aux petits soins, ou alors du papa qui doit absolument retourner vite au travail pour assumer la famille, etc. C'est vrai qu'on était complètement décalés de tout ça. Dans la réalité, au final, ça s'est passé. Je peux dire que ça s'est pas très bien passé non plus, mais toujours pareil, c'est parce que ça avait été idéalisé. Au final, je peux dire que ça s'est passé. C'était pas génial, c'était pas horrible, mais il y a eu des choses qui ont fait que comme j'étais fragile, ça a été d'autant plus difficile à vivre. J'ai eu par exemple des mastites à répétition, des crevasses avec une montée de lait très tardive qui s'est fait au bout de 5 jours à peu près, je crois, donc ça a été un petit peu long, donc je l'ai eu une fois que je suis rentrée à la maison. Et j'étais plus du tout accompagnée à ce niveau-là, et les sages-femmes n'avaient pas forcément le temps non plus de m'expliquer exactement, même si elles faisaient tout leur possible, et encore aujourd'hui je les remercie d'avoir été autant bienveillantes, ça m'a beaucoup aidée. Mais c'est vrai que du coup je me posais beaucoup de questions. J'avais l'impression de toujours mal faire, cette culpabilité maternelle qui nous lâche que très rarement, et en fait je voyais que je n'arrivais pas à allaiter, Lysandre avait du mal à prendre le sein, etc. C'était assez compliqué. Le portage par exemple, j'avais vu plein de tutoriels, mais au final
Il partait sur les côtés à chaque fois que j'essayais de le positionner. Et du coup, il pleurait évidemment parce qu'il était pas à l'aise, moi non plus. Donc c'était plein de questions. Et en fait, la dépression, c'est là où c'est un petit peu insidieux, c'est qu'elle s'est immiscée avec toutes ces pensées où je me fustigeais très facilement. Et du coup, c'était, de toute façon, t'es pas capable. C'était comme une petite voix dans ma tête, en fait, qui me disait, tu vas pas y arriver, de toute façon, c'est pas possible, tu ne peux pas y arriver, puisque, regarde, il pleure, il est en train de pleurer, là, tu vois, et tu vas faire quoi pour l'aider? Et ça a commencé, en fait, comme ça. Et en fait, ça m'a fait faire des crises de tétanie, notamment, où je me paralysais, j'arrivais plus à bouger, j'avais des sursauts, j'étais en sueur, voilà, incapable de m'occuper de mon petit garçon, et puis j'avais des pensées très noires, et surtout la nuit. La nuit et le début de soirée, c'était une angoisse pour moi, en fait, je savais que ça allait arriver, et c'était comme si je ne pouvais rien faire pour empêcher ces pensées de m'assaillir, en fait, donc ça a été assez compliqué à vivre. Les sages-femmes m'avaient expliqué que pendant un certain temps, donc c'est-à-dire à peu près 15 jours après la naissance, c'était logique de 15 jours à un mois d'avoir un petit peu une baisse, donc une chute d'hormones, ce qui est tout à fait normal, avec des petites déprimes ou des fois des moments de joie très intenses, des questionnements, beaucoup. Et en fait, donc ça s'appelle le baby blues. Et par contre, on m'a dit, comme si c'était une date butoir, qu'à partir d'un mois, par contre, ce n'était plus le baby blues, et que c'était tout à fait autre chose qui s'appelle la dépression du postpartum. Et au début, j'avais espoir. Je me disais, ça va bien finir par partir, ça va bien finir par... Comme si j'étais incapable de, moi, y faire quelque chose, je me sentais complètement impuissante. Et je me suis mis une date butoir, cette date butoir dès un mois, où quand j'ai vu que ça ne passait pas, c'est comme si j'avais baissé toute défense, tout ce qui me restait comme défense, parce que je me sentais déjà très faible, j'avais perdu beaucoup de poids. Et du coup, mes dernières défenses se sont effondrées, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais bien une dépression du postpartum. Donc j'en ai parlé à ma sage-femme qui me suivait à l'époque, et elle m'a dit, écoutez, tardez pas, il faut que vous appeliez le centre donc, qui est sur l'hôpital de la Seine-sur-Mer, de Paul Maman Bébé, qui du coup m'a reçue, et aussi je les remercie aujourd'hui parce que justement ils m'ont accompagnée vraiment dans un suivi psychologique dont j'ai eu vraiment besoin, et bon, une aide médicamenteuse qui a été nécessaire. J'ai failli aussi être internée parce que la dépression avait pris beaucoup de place dans notre vie, et j'avais des idées noires, suicidaires en fait envers... enfin voilà, c'était vraiment destiné envers moi-même, il n'y avait rien pour mon petit bout ni pour mon mari, mais je me reconnaissais plus, j'étais en quête de me retrouver moi, et je me retrouvais pas. Donc face à ça, je me suis dit, je sais pas quoi faire, j'avais complètement perdu pied, c'était... Comment dire, j'avais l'impression d'être dans un film, d'être au-dessus de moi-même en fait dans la vie, et de voir tout ce qui se passait, de me dire mais tu peux pas réagir, tu peux pas faire quelque chose, tu peux pas... Et non, je pouvais pas. J'étais paralysée. Mon mari dans tout ça, au final, il a été là vraiment pour me rassurer sur tout le chemin, c'est-à-dire voilà, quand on est rentré à la maison, il me disait mais t'inquiète pas, ça va aller, de toute façon on va bien y arriver, il y a à aucun moment ça pourrait aller mal, de toute façon tu sais faire, moi tu m'apprends, parce qu'il comptait sur moi étant donné que j'avais pas mal de connaissances, donc c'était assez enfin c'est assez rigolo en y repensant aujourd'hui, puisque lui il se disait que c'était moi qui allais l'aider dans tout ça, et c'est lui qui m'a porté par toutes ces remarques, tous ces câlins, toutes ces attentions, et puis quand je lui ai dit écoute, je n'y arrive plus, je ne peux plus, je me sens pas bien, je ne sais plus quoi faire. Une petite anecdote, c'est qu'un jour, je me souviens, je lui ai dit tu sais, on est propriétaire, etc. Si y a un souci, si je m'en vais, de toute façon, le crédit de la maison, il sera remboursé. Donc là, il a eu comme un éclair de lumière, et il s'est dit non, là c'est pas possible, je perds ma femme. Et il a senti que tout l'accompagnement familial, etc., même ma famille a été là pour moi, fort heureusement.
Mais du coup, il s'est dit là, ça va plus du tout, et c'est lui-même qui a appelé le pôle maman-bébé. D'ailleurs, je crois que j'ai dit avant que c'était moi, mais c'est lui qui a appelé et qui a dit voilà, ma femme a besoin d'aide, est-ce que vous pouvez l'aider? Ce qui m'a aidé à sortir au final de la dépression, c'est un tout. Ouais, c'est un tout parce que j'ai eu donc l'aide médicamenteuse. Donc j'avais des anxiolytiques et des antidépresseurs, ce qui m'a entre guillemets fait arrêter l'allaitement. C'était, on va dire, possible d'allaiter, mais quand donc le psychiatre m'a dit voilà, c'est compatible, mais c'est toujours pareil, il y a quand même des substances, etc. Bon bah du coup j'ai préféré arrêter l'allaitement. Donc encore une fois, je devais encore entre guillemets faire avec ce que j'avais idéalisé et ce qui se passait, voilà. Et du coup, après avoir mené tous ces combats, entre guillemets, je me suis rendu compte que ma vie avec mon bébé, c'était pas censé être un combat. Et toutes les séances de psy que j'ai eues, je crois que c'était une fois... Alors au début, c'était une fois par semaine, et au fur et à mesure, ça s'est espacé. Ça a été un suivi sur 1 an. Au fur et à mesure, donc ça s'est espacé. Après, on est passé à une fois par mois et une fois tous les 2 mois. Et l'aide médicamenteuse, en fait, j'ai eu le pic du plus fort où j'ai eu mes médicaments, c'était vers 6 mois postpartum, et ensuite le traitement se réduisait au fur et à mesure, parce qu'il y avait une petite accoutumance évidemment. Et en fait, à côté de ça, donc j'ai fait des séances de kinésiologie qui m'ont fortement aidé aussi à travailler sur moi, et aussi je voyais progressivement que j'y arrivais en fait avec mon bébé, et que tout ça c'était hormonal. Et non seulement aussi, j'ai appris après qu'au niveau du cerveau, il y avait une glande ici, la glande pituitaire, il me semble, qui en fait se vide quand on a un vécu traumatique. Et notamment, mon accouchement a été quelque chose de traumatique pour moi. Et en fait, il y a tout ce qui est sérotonine, en fait, une hormone du plaisir et du bonheur, etc., qui n'était plus du tout... Enfin, cette glande était complètement vidée. Et en fait, il a fallu progressivement que au final, cette image de remplir son réservoir, que ce soit affectif, que ce soit de bonheur, que ce soit cette image, en fait, ça m'a servi, et je me voyais en fait moi-même comme des petites fourmis venir apporter chaque petit moment de bonheur dans cette glande justement pour pouvoir un petit peu me ramener à la vie en vrai. Parce que je sentais qu'elle m'avait échappé, je m'étais échappée à moi-même, parce que je me reconnaissais plus. Et en fait, j'ai surtout appris que j'avais changé, que l'accouchement, que la maternité m'avait changé. Je pense que ça change toutes les femmes. Et en fait, l'idéalisation de tout ce qui devait se passer a augmenté ce sentiment, et qui, du coup, a favorisé l'arrivée de la dépression. Mais exactement savoir comment j'en suis sortie, c'est assez compliqué parce que ça s'installe de manière très insidieuse et ça repart progressivement, comme si en fait il y avait un poids qui s'allégeait au fur et à mesure des étapes qu'on validait. Par exemple, voilà, j'arrivais à changer mon petit bonhomme, hop, allez, une étape. J'arrivais à lui chanter une comptine, hop, une étape. J'arrivais à lui prendre la température, etc., etc. Voilà. Puis des petits moments de bonheur, évidemment, les premiers sourires, les premiers rires, les moments câlins en famille, montrer son bébé à tout le monde et montrer à quel point il est beau, voilà, toutes ces petites choses, au final, ça m'a aidé et ça a rempli mon réservoir, fort heureusement. On a vécu à 3, du coup, pendant 3 ans et demi. On a décidé ensemble d'avoir un deuxième enfant, mais ce deuxième enfant est arrivé très vite. C'est-à-dire qu'à peine nous nous étions mis dans une dynamique d'avoir un deuxième enfant, que le deuxième enfant a pointé le bout de son nez. C'est-à-dire que, voilà, au bout d'un premier essai, ça a été concluant. Donc, ça a été très rapide. Par rapport à notre deuxième petit bout, on a eu, oui, des craintes et des questionnements parce que le premier vécu a été quand même assez difficile. Et puis au final, avec le recul, mon mari m'a même dit qu'il avait fait lui aussi une dépression et qu'il n'avait pas voulu être accompagné parce que il voulait s'en sortir lui-même. Voilà, et en discutant juste avec moi, il voulait que ça suffise, et il m'a dit ça a suffi, j'ai réussi. Mais lui aussi, au final, pense avoir fait une dépression. Ça a été très compliqué pendant pas mal de temps.
Et il n'était pas forcément d'accord au début, on s'est mis d'accord, mais au début pour le deuxième ça a été un petit peu compliqué de se mettre d'accord pour avoir notre deuxième. Et il a fini par être ok au moment où il a vu que Lysandre commençait à devenir grand. Et il voulait pas un énorme écart d'âge entre nos deux enfants. Et là il m'a dit ok d'accord, nous allons avoir notre deuxième enfant. Donc oui, on avait des craintes par rapport à notre premier vécu, et surtout que notre premier, on le souhaitait, c'était un enfant souhaité aussi, donc on s'est dit, là aussi on souhaite. Mais est-ce que ça va être la même chose, et comment on va gérer les choses? Et puis au fur et à mesure que la grossesse avançait, je sentais un petit peu mon stress augmenter, un petit peu des petites angoisses, etc. J'ai redemandé un entretien téléphonique avec le pôle maman-bébé notamment, la psychologue qui me suivait à l'époque a répondu de suite et m'a dit que de toute manière, il n'y avait pas de raison, elle m'a beaucoup rassurée, etc. Et ça m'a suffi. Donc je suis ravie. Et mon mari, lui, a toujours été encore là pour me rassurer et puis pour me remettre les pieds sur terre en me disant mais tout se passe bien. Et puis là vraiment au niveau de la grossesse, tout s'est aussi bien passé. J'avais juste un utérus assez contractile. Mais tout s'est bien passé au niveau des mesures, hein, par exemple comme pour Lysandre où ça avait été un peu le stress, là tout était ok, tous les marqueurs étaient ouverts, tout allait bien, tout était génial, juste le diabète gestationnel qui était là à nouveau, mais ça de toute façon c'était géré, donc voilà. Depuis que j'ai eu Lysandre, je me suis beaucoup questionnée sur l'accompagnement au niveau du postpartum. Je me disais, certes, il y a des professionnels autour de nous, mais c'est pas forcément dit tout de suite qu'il y a justement des professionnels pour nous accompagner, pour nous venir en aide. Et c'est quelque chose qui m'avait manqué et sur lequel j'ai dû être dans une détresse quand même très importante pour avoir justement cet accompagnement et cette aide. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire justement pour que d'autres femmes n'aient pas à vivre ça. Je sais que c'est pas un vécu, c'est pas quelque chose que toutes les femmes vivent, et fort heureusement, mais c'est vrai que c'est quand même présent dans 10 à 14% des naissances. Les femmes ont une probabilité d'avoir une dépression postpartum qui, je trouve, est quand même assez importante. Et en fait, des fois, ça passe complètement à la trappe. Et même ne serait-ce qu'un baby blues. C'est très important justement de pouvoir rassurer une maman qui est dans un moment fragile que de toute façon ça va bien se passer et qu'elle va prendre confiance en elle et que c'est juste le temps de prendre une petite routine, de s'installer. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, c'est là où mon horizon professionnel a changé. Donc j'étais éducatrice avant en crèche. Et puis je me suis dit que c'était un peu tard. La routine, elle était déjà quand même assez engagée à ce niveau-là. Et je vais commencer à me renseigner, et puis en fait j'ai vu le métier de doula, ou pour celles qui ne connaissent pas ce mot, en bref c'est accompagnante périnatale, que ce soit au niveau avant bébé et après et pendant, évidemment, au niveau de l'accouchement. Et je me suis lancée tête baissée dans ce métier, et aujourd'hui, pour rien au monde, au final, je changerai mon vécu personnel parce que sur le point perso comme sur le point pro, ça m'a changé dans un changement tellement positif. Aujourd'hui, je suis fière et je suis heureuse de pouvoir accompagner des femmes, des familles, et qui ont confiance en moi et qui, quand je repars au final de mon accompagnement, de les voir s'en sortir très bien, d'être heureux et finalement de me dire j'ai été là juste une oreille ou juste une main tendue le temps d'eux, et puis en fait ils gèrent à merveille en solo quoi. Et ça c'est un cadeau de la vie. C'est vrai que j'aurais tellement de choses à dire aux parents, enfin aux futures mamans et aux coparents, pour que justement la dépression puisse être plus douce ou qu'elle soit carrément évitée. Notamment si vous avez vraiment besoin ou que vous ressentez l'envie d'avoir un accompagnement, que vous sentez une petite faiblesse, qu'il y a des pensées un petit peu sombres qui vous entourent, si vous vous sentez très seul,
même si vous êtes accompagné autour. Si vous sentez que dans vos habitudes, il y a des choses qui changent et qui ne vous conviennent pas, qui vous mettent à mal, il faut vraiment pas hésiter à saisir toutes les oreilles tendues, toutes les mains tendues, et même si elles ne sont pas tendues, d'aller les chercher. C'est très important de ne vraiment pas rester isolé, c'est pas normal. Et surtout, ça fait tellement de bien après quand on chemine vers le meilleur et le positif, qu'il faut vraiment se permettre ce cadeau. Et ensuite, deuxième petite chose, il existe sur Internet l'échelle d'Édimbourg qui est gratuite et qui est là pour tous ceux qui le souhaitent et qui permettent en fait d'évaluer la probabilité d'une dépression postpartum, d'un baby blues, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez télécharger. Ça peut être en format PDF et soit pour la maman ou future maman ou soit pour le coparent. Le remplir, essayer d'être le plus honnête avec soi aussi dans la réponse à ce questionnaire, et surtout s'il y a un résultat qui montre qu'il est possible qu'il y ait une dépression, saisissez l'opportunité et allez voir des professionnels ressources qui seront là pour vous écouter et vous tendre l'oreille et la main. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!